Bonjour. Bonjour, Alors, vous m'entendez? oui, c'est bon, oui. Et toi, tu m'entends? Oui, c'est bon. Ça marche. Hop. Alors, c'est notre avant-dernier cours. Le prochain, ce sera lundi, il me semble, lundi prochain, Oui. donc le 2. Et ensuite, toi, l'examen, c'est le... Alors, normalement, en France, c'est le 7. L'examen, c'est le 16. Oui, c'est ça, c'est le 16. Parce que j'ai vu quelqu'un qui disait le 8. Le 8, Non, c'est un dimanche. non. Non, c'est le 16. Oui, oui, c'est le 16. À l'étranger, parce que j'ai une autre élève, elle, à l'étranger, c'est un peu plus tôt. Ah, oui, ok. Euh, voilà. Alors, donc, on va commencer notre cours sur la technique. Alors, très probablement qu'on finira aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on va finir aujourd'hui. Et Et en plus, c'était un cours que j'avais déjà vu, donc ça va. ah, tu avais déjà vu avec ta professeure? Oui, bah la technique et la nature, c'est les deux notions que j'avais fait en tout début d'année. Mais Ah oui. c'est que maman et moi, enfin, on voulait bien revoir un peu comme c'était en Ouais. tout début d'année. Ok, ça marche. Euh, oui, donc on va finir ça aujourd'hui. Probablement qu'on commencera sur le sujet de dissertation donc lundi prochain, on fera que des sujets de dissertation. Ouais. Voilà. Hop. Alors, la semaine, enfin lundi dernier, on avait attaqué notre avant-dernier paragraphe du grand A. Donc, on Hum. avait parlé du mythe de Protagoras. Ça, tu en avais déjà entendu parler, je l'avais évoqué brièvement, mais c'est quand même important. euh, de rappeler ce mythe, comme quoi comme On quoi avait vu le mythe de le feu, Prométhée aussi. au travers de ce mythe, a une place toute particulière dans notre civilisation. Et c'est justement par la découverte du feu, ici Platon, il en fait un mythe, qui a permis à l'humain de se sédentariser au fil du temps et aussi de pouvoir développer ses capacités, mais même son intelligence. Il faut savoir que grâce au feu, notre alimentation a changé. Et vu que notre alimentation a changé, c'est aussi notre comportement, c'est aussi notre confort et aussi ben, notre durée de vie, qui a été considérablement prolongée. Ouais. À partir, au moment où on découvre le feu, désormais, on va chauffer les aliments. Et ça va avoir un impact physique considérable. Et ça, c'était avant la préhistoire. La préhistoire, c'est vraiment le développement de l'humanité, de l'Homo sapiens autour du feu. Enfin, Ouais. je n'insiste pas là-dessus parce que moi, c'est pas vraiment ma spécialité, même si j'ai par le passé étudié un peu tout ça. Donc, on va passer de Platon au dernier paragraphe. Euh, en, en montrant bien que la technique, au fond, c'est euh, un pont entre d'un côté la science et de l'autre côté l'artisanat et la technologie Hum. et l'industrie, la production industrielle. Oui. Enfin, parce que l'artisanat fait partie de la technologie, mais là, il faudrait faire la différence entre artisanat et production industrielle. Et la technique, elle est un pont entre la science et ces deux domaines de technologie. Enfin, aujourd'hui, quand on pense à technologie, on pense pas forcément à artisanal, mais Non, je pense plus à la l'artisanat, c'est machine qu'elle... ou à la technique utilisée pour faciliter le quotidien des hommes et l'améliorer. Oui. Donc, Mais j'ai vu quand même et j'ai vu quand même beaucoup par rapport, enfin, au sujet des autres années, j'ai vu que la technique et du coup un peu la nature aussi, parce que ça va bien avec quand ils font des sujets croisés. J'ai vu que ça retombait assez souvent quand même, ça, au bac, ouais, la peut-être. notion de technique. Après, moi, j'ai pas vérifié tout ça parce que il faudrait voir il faudrait voir.
sur les 30, 40 ans. Mais bon, après, il faudrait discuter de ça Moi, j'ai regardé avec le... les 5 dernières années, là, Ah oui, mais... c'est pas Ouais, mal ouais, tombé, mais mais récemment, c'est pas trop tombé. Donc, je pense que cette année, il y a peut-être une chance que... peut-être, je sais pas. Moi, J'espère. comme je te dis, moi, je partirai pas sur ces présupposés parce que Oui, oui, ça peut être dangereux, c'est pour ça. oui, oui, non, mais oui. Mais comme, Euh, au bout d'un moment, enfin, comme on n'a que 7 notions et que on a 2 sujets de proposer et que j'ai vu que qu'il faisait en sorte quand même que les sujets soient centrés sur 2 axes un peu différents pour permettre justement aux élèves de réfléchir sur 2 trucs différents. Je pense qu'au bout d'un moment, les chances, la probabilité, elle n'est pas non plus. Ah non, mais elle est jamais nulle, mais faudrait voir ça avec des spécialistes de la question, les académiciens, tout ça, c'est eux qui organisent ça. Ouais. Après, faut voir peut-être, t'as toujours cours avec ta prof ou pas? Non, là, ça va le Éventuellement, tu peux lui terminer. poser la question, mais à voir. Mais pour moi, ça peut être des impressions. Euh, Moi, je pense qu'il faut essayer juste de réviser le cours. Oui, voilà. Ah, voilà. Donc, faut voir éventuellement, tu peux lui demander son avis à ta prof. Alors, donc, on avait dit que la technique, donc ça se base sur une connaissance théorique Oui, pour développer des plans, pour qu'on puisse s'en servir dans l'artisanat et, euh, et la production industrielle. Donc, ça veut dire que le technicien, à proprement parler, là, on ne parle pas de l'inventeur, comme Léonard de Vinci ou d'autres comme Copernic et tout ça. Ici, on parle du technicien. Concrètement, il n'invente rien. Le technicien n'invente rien. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il applique une méthode rigoureuse euh, pour changer un matériau en un outil, en un outil ou transformer un objet naturel en un objet fabriqué. Le technicien, il ne fait que transformer des choses à l'état naturel vers des choses à l'état artificiel, euh, issu de la manipulation humaine. ouais, Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas confondre technique, et ça c'est peut-être un peu parfois la confusion qu'on peut établir, il ne faut pas confondre entre technique et savoir pur, comme les mathématiques. Donc il faut bien mm, faire la différence entre les deux. Euh, et donc là, il suffit tout simplement de prendre les plans de construction. Même si dans les plans de construction, il y a beaucoup de mathématiques, il n'empêche que un plan, ça relève de la technique. oui. Et ça ne relève pas du domaine des mathématiques, un plan de construction. La construction, ça relève du domaine de l'architecture, de l'ingénierie, etc. Oui, Et vis-à-vis de l'artisanat, par exemple, aussi, dans l'autre pendant, l'artisanat a quelque chose en plus. Et l'artisanat intègre une technique en amont, bien entendu, il a une technique, tout comme la production industrielle, mais ici, l'artisanat, la différence de la production industrielle et de la technique, c'est que il y a aussi un savoir-faire qui se transmet. Donc, il y a une transmission de savoir-faire euh, au travers de l'artisanat. Alors, la technique, bien entendu, elle se transmet, mais elle se transmet au sein de l'artisanat. C'est pas la technique pure qui va se transmettre, ou alors éventuellement à l'école. Mais euh, quand on transmet cette, cet artisanat, il se fait de génération en génération.
Et ce savoir-faire, c'est plus, c'est pas que une transmission aussi de savoir, mais quand on dit savoir-faire, c'est aussi la transmission d'une expérience et d'un geste et d'un mouvement. Bon, là, j'insiste pas là-dessus, mais tout simplement qu'il faut faire ici la différence vraiment entre technique et artisanat, même si l'artisanat intègre la technique dans son domaine. Bon, là, j'insiste pas là-dessus. Maintenant, on va aborder notre deuxième partie. Et cette deuxième partie a rejoint ce qu'on avait dit en introduction sur un processus type amoral. C'est-à-dire que la technique, au fond, elle ne s'occupe pas de morale. Mm. Elle est là, elle est là uniquement en vue du progrès. Son objectif, c'est le progrès. Après, que Oui, ce soit mal ou bien utilisé, ça dépend de l'homme. Donc, le grand A, donc, mon grand A, c'est un processus amoral, et le grand A, c'est la technique comme une menace potentielle pour l'homme. Alors, menace potentielle, là, il faut bien voir que c'est pas la technique qui est vraiment menace potentielle, mais plutôt l'usage de la technique. Ça veut donc dire que ici, quand on on élabore une technique, il faut bien voir que parfois, les objectifs de cette technique pour le progrès de la société, pour le progrès de la civilisation, ben, ils peuvent totalement enfin, être radicalement changés, transformés dans leur usage concret, dans la vie de tous les jours. On peut, par exemple, utiliser tel ou tel progrès à des fins de destruction, par exemple. Et ça ne va pas du tout dans les objectifs euh, du progrès scientifique. Et inversement, on peut utiliser tel ou tel progrès technique ou technologique pour des envies ou des objectifs plus en lien avec le social et avec le bien-être humain. Là aussi, ça ne rentre pas en compte dans les objectifs à proprement parler de la technique. Au fond, que ce soit l'un ou l'autre, qu'on aille vers euh, une utilisation destructrice, une utilisation pour le bien-être, il n'empêche que euh, la technique, la technique, la technique, euh, elle a un mécanisme qui lui est propre et qu'il faut absolument respecter à tout prix. Il y a un mécanisme, c'est-à-dire qu'il y a il y a un processus d'élaboration de la technique qu'il faut absolument élaborer. Même si c'est utilisé pour des objectifs de destruction, ça ne concerne pas la technique. C'est ça qu'il faut bien avoir ça en tête. mhm, Et ainsi, on peut se demander, mais est-ce qu'au fond, l'homme ne devient pas un peu esclave de cette technologie? Est-ce qu'au fond, cette technique et technologie, elle ne viendrait pas euh, gérer son existence à sa place, à la place de l'homme? Au fond, est-ce qu'elle ne tend mhm, pas petit à petit à remplacer la vie, une partie de la vie humaine, à gérer une partie de la vie humaine, et ce faisant, rendant l'homme de moins en moins autonome, et du coup de plus mhm. en plus dépendant de cette technique et technologie? Ça, c'est des questions voilà, qu'on pourrait se poser en analysant ce cours.
On a même parfois l'impression que au fil du temps, c'est même la technique et la technologie qui viendraient nous apporter des réponses sur certains questionnements existentiels, sur soi, sur le monde. Au fond, aujourd'hui, peut-être, enfin, on a l'impression que c'est la technologie qui viendrait répondre à toutes ces questions-là. Euh, on pourrait prendre comme exemple, on pourrait prendre comme exemple, là, c'est une critique d'un philosophe du nom de Heidegger. Un fleuve, aujourd'hui, n'est plus perçu comme un fleuve en tant que tel, comme un élément naturel. Il est perçu comme un moyen utile d'aller d'un endroit à un autre, que ce soit en bateau, que ce soit pour du commerce, etc. Donc, il est vu du point de vue du commerce et de la technique et de la technologie comme un moyen utile. Donc, peut-être que la technologie, dans son usage, hein, encore une fois, ce n'est pas la technologie en tant que telle, mais l'usage, cet usage particulier de la technologie nous pousse parfois à, à répondre à des questions existentielles que l'on pourrait se faire. Par exemple, sur un fleuve, est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas prendre ce fleuve en tant que fleuve, en tant qu'élément naturel, Mhm. plutôt que uniquement en tant que moyen utile pour notre confort? Et ça, c'est l'une des Oui, critiques de Heidegger dans, dans un de ses ouvrages qui s'intitule Identité et différence. Identité et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose Heidegger, la critique de Heidegger, j'ai écrit Heidegger aussi, euh, donc un philosophe allemand du siècle dernier. Pour Heidegger, aujourd'hui, avec le développement technique et donc la technologie, les humains, petit à petit, ne se posent plus la question euh, sur la nature même des objets qu'ils consomment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on consomme des objets sans réellement se poser des questions, se s'interroger sur ce que représente réellement cet objet et sur euh, donc plus. Ah, je regarde. Oui, c'est ça. Donc, pour Heidegger, les objets aujourd'hui qu'on a au quotidien, qu'on consomme au quotidien, téléphone, la télé, un ordinateur, aujourd'hui, on va considérer cet objet-là, technique et technologique, enfin, technologique, on va le considérer plutôt comme un objet de consommation, on va le consommer, etc. Mais on ne va pas forcément se poser la question de l'existence même de cet objet, sur sa provenance et sur la place qu'il occupe dans notre vie. On Mm. va l'utiliser pour sa consommation, ça va s'arrêter là. Et parce qu'au fond, pour Heidegger, c'est la technique et la technologie qui vont répondre à ces questions à notre place. C'est-à-dire, voilà, c'est pour notre confort, et puis ça s'arrête là. Mais au fond, ces objets, à l'origine, c'est des transformations de matériaux naturels. Et d'où viennent ces matériaux naturels? Et puis, quel est l'impact aussi dans notre environnement? Bon, aujourd'hui, l'environnement, il y a une place de plus en plus importante dans notre société, mais aussi, au-delà de l'environnement, si on met l'environnement de côté, c'est aussi la place qu'occupent ces objets dans notre vie. Comment est-ce que du jour au lendemain, ils sont apparus comme ça dans notre vie, dans notre usage de tous les jours, comme si on avait l'impression comme si ils étaient là depuis toujours, en fait. Et Heidegger il va aller un peu plus loin en disant, mais parfois on consomme des objets, mais est-ce qu'ils sont vraiment utiles
pour nous, pour notre vie de tous les jours. Hmm. Pourquoi pour Heidegger, est-ce qu'il faut toujours aller plus vite et plus loin? Pourquoi est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller, pour Heidegger, d'aller toujours plus vite et plus loin? Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement prendre le temps de se questionner sur ces objets-là, sur, euh, sur comment ils s'adaptent, enfin, comment ils s'adaptent et nous, on s'adapte à ces objets au quotidien? En fait, pour Heidegger, on oublie concrètement de vivre selon nos besoins, c'est aussi besoins traditionnels, spirituels, etc. Et on vit en fonction d'un rythme qui nous est imposé par la technique. Et là, je dirais une dernière chose sur Heidegger, c'est pour ça qu'il parle d'arraisonnement. Donc, il, pour Heidegger, il y a une part d'arraisonnement justement dans ce développement de la technique et de la technologie, parce que il nous coupe une partie de l'essence de cette réflexion sur l'essence des choses. C'est ce que c'est que l'essence. Oui, c'est la source. Oui, c'est ce qui nous constitue, Oui, oui, c'est ça, on va dire la source de ce que nous sommes. ok. Donc, c'est-à-dire la technique et la technologie, elles nous coupent justement de toutes ces réflexions sur l'essence des choses. Elle répond à notre place au pourquoi. Pourquoi est-ce que on utilise un ordinateur? Pourquoi ou qu'est-ce qu'un ordinateur? Pourquoi est-ce on utilise euh, tel ou tel objet, etc. Et en fait, c'est la technique qui vient répondre à ces questions-là sur l'essence. Nous, on les consomme. On consomme, et on ne se pose pas parfois vraiment la question sur ces objets au quotidien. On Hmm. devient un peu esclave de ces objets. Voilà, j'ai toute une partie sur Heidegger, mais bon, Heidegger, c'est extrêmement compliqué. Euh, voilà, mais tout ça pour dire que, voilà, pour Heidegger, il faut retenir simplement que pour lui, il y a quelque chose qui parfois n'obéit pas forcément à une raison sur l'essence des choses dans le développement de la technique. Du moins, on ne se pose plus ces questions-là. Et là, je donnerai juste une dernière citation de Heidegger avant de passer au paragraphe suivant. Par la technique, l'homme est l'être, et l'être ici avec un grand E, l'être c'est l'essence, on va dire ça comme ça, l'essence, même si c'est pas exactement, mais c'est extrêmement compliqué, donc on va dire que c'est ce qui est au fondement des choses, se rencontre sous la forme d'une sommation, à planifier et à calculer toute chose. C'est-à-dire que l'homme, quand il rencontre au fond l'essence des choses, il ne va pas se questionner sur l'essence des choses, mais il va plutôt chercher toujours à calculer, à planifier pour aller toujours plus vite et toujours plus. Donc ça obéit plus à des calculs la plupart du temps plutôt qu'à des remises en question profondes de soi et du monde qui nous entoure. Et au fond, je vais quand même rajouter quelque chose parce que c'est important et ça concerne
quand même en partie ce que nous vivons aujourd'hui euh, en ce qui concerne l'écologie et le droit des animaux, notamment. Euh, Si on prend le cas, par exemple, de l'élevage industriel, on voit bien qu'aujourd'hui, on a plus l'impression que ce soit, bon, que ce soit l'élevage industriel ou d'autres façons, ou d'autres domaines industriels, on a un peu l'impression que ça s'accélère parce qu'il y a un désir de consommation qui est de plus en plus fort au fil du temps. Alors oui, on est bien entendu plus nombreux, mais il y a cette satisfaction qui est de plus en plus présente à vouloir toujours consommer plus. On veut toujours consommer plus. Et du coup, en voulant consommer plus, ça donne de plus en plus d'importance à cette technique, à cette technologie, qui, elle, va répondre justement à ces questionnements existentiels et philosophiques à notre place. Donc, on rentre enfin dans une forme de cercle vicieux pour Heidegger. Ok, On va mettre Heidegger de côté, on va passer au grand B. Ici, on va plus parler des biotechnologies. L'exemple des biotechnologies. Et ici, le grand B, c'est l'histoire se répète, point d'interrogation, l'exemple des biotechnologies. Et toujours dans cette continuité de Heidegger, avec le fait que la technique a un peu tendance à, à prendre de plus en plus de place dans la vie humaine, et notamment à répondre à certaines questions à notre place, questions existentielles. Si on remonte un peu dans l'histoire, durant la Seconde Guerre mondiale, les nazis, ils s'étaient servis de la technique et du coup de la technologie pour écarter ceux qu'ils considèrent comme des indésirables ou comme des, entre guillemets, des dégénérés. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur place dans la société. Et ici, on voit bien la dangerosité d'une certaine utilisation de la technologie par l'homme. Un peu comme ces expériences eugénistes. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'eugénisme? non, C'est-à-dire, l'eugénisme, c'est tout ce qui concerne la sélection des naissances, en fonction d'accord. de certains types. C'est-à-dire, on va sélectionner telle et telle naissance parce qu'il correspond au type arien, blond, yeux bleus, grand, machin. Sauf qu'en fait, Hitler, il était tout le contraire de ça. Oui. C'est quand même assez étrange. Et on pourrait même supposer, dans l'avenir, même ça commence un peu aujourd'hui, à pouvoir choisir au préalable les gènes que l'on voudra chez notre enfant. Et ce, grâce aux moyens de la biotechnologie. Et ce, soi-disant, pour créer un être parfait qui correspond à nos préjugés et à nos stéréotypes. Hmm. Alors, il me semble qu'il y a une série dont tout le monde en parle, qui parle un peu de ces problèmes-là. Euh, oh, j'ai oublié le nom, une série très connue. Euh, c'est pas Black Mirror, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, je crois que c'est Black Mirror, mais je suis pas sûr. Euh, Enfin, il y a tout un tas de films comme ça, un peu dystopiques. Dystopique, c'est l'inverse de l'utopie, d'accord? C'est un monde généralement qu'on rejette. Oui. Et souvent, dans ces dystopies, on met un peu en avant la défiance de l'humain par la technique et la technologie. C'est notamment le cas du mouvement cyberpunk. Je ne sais pas si on a déjà entendu parler. Non. Cyberpunk, c'est un mouvement où on met en avant ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme,
C'est c'est une transformation d'une partie ou pratiquement de la totalité du corps humain par la technologie. Et dans le mouvement cyberpunk, c'est un monde futuriste, dystopique, où les humains sont en partie transformés par la technologie. Au lieu d'avoir un bras normal, ils ont un bras robotique. Ils ont une partie, je sais pas, du visage qui est robotisée, ils ont Mm. une partie du corps qui est robotisée. Voilà, tout est vu sous le point de la technologie. Ok, Et du coup, la génétique, là, c'est un point crucial. On est aujourd'hui dans une phase vraiment euh, fondamentale en ce qui concerne l'éthique appliquée à la médecine. Parce que d'un côté, on va se dire, grâce à la technologie, grâce à la technique et la technologie, on va pouvoir guérir certaines maladies, comme le sida, comme le cancer et tout ça. Mais d'un côté, cette technologie, il y a des risques qu'elle soit aussi mal utilisée. Et qu'elle soit, l'un des problèmes d'une mauvaise utilisation, ce serait justement la modification de ces gènes humains pour correspondre à certains canons esthétiques. ok, Et c'est déjà le cas chez les animaux. Tu as, par exemple, chez les bovins, chez, chez les, euh, chez les vaches, on va prendre des gènes de certaines vaches qui produisent beaucoup de lait, qui sont très fertiles, etc. Et on va développer enfin, appliquer ces gènes-là ou transmettre ces gènes-là. Enfin, après, je ne rentre pas dans les détails parce que je ne suis pas du tout un biologiste, mais on va transmettre ces qualités-là aux, euh, aux- à la cellule œuf du veau à venir pour que le veau euh, qui deviendra une vache, soit aussi productif que le parent. ok. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà, depuis longtemps maintenant. Puis on peut prendre le cas aussi des OGM. Tu sais ce que c'est que les OGM? Euh, Tu en as déjà entendu parler? Oui, oui, mais j'ai pas la définition exacte. C'est organismes génétiquement modifiés. C'est-à-dire, ça concernait surtout le cas du maïs. Que le maïs, il est en partie modifié. Aux États-Unis, c'est assez libre là-dessus, mais en France, c'est très restrictif. Et ça, c'est quelque chose enfin, en France, en Europe aussi, je pense, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup parce qu'il y a probablement aussi, euh, à cause des OGM, de développer certaines maladies ou de transmettre certaines maladies ou tout simplement que ce soit absorbé par l'organisme, etc. Bon, je rentre pas dans les détails. Donc, au fond, sur ce paragraphe, ce qu'il faut retenir, c'est que les biotechnologies peuvent d'un côté apparaître comme une solution à certains problèmes, répondre à certaines angoisses ou certaines peurs, mais le problème, c'est que de l'autre, elles peuvent obéir à des idéologies, des idéologies de destruction, des idéologies tyranniques, etc., ou totalitaires, comme le régime nazi. Mon paragraphe suivant. Donc, ici, on parlera ici d'un processus qui peut pousser à une forme de décadence physique et morale. Je vais être un peu plus précis. Alors,
quand on développe de la technologie, euh, au quotidien, ça nous apporte quoi au quotidien, hormis euh, pour nos besoins premiers, pour nos besoins essentiels, qu'est-ce que ça nous apporte en plus, la technologie? Bah, ça nous apporte de la nouveauté. Oui, mais pourquoi? Concrètement, pourquoi? En plus des Parce que l'homme besoins cherche essentiels. constamment à s'améliorer et à explorer de nouvelles choses. Oui, mais c'est quoi le but, au fond, aussi de tout ça? Alors, bien sûr, il y a la curiosité. Hmm. En fait, au fond, c'est le confort. C'est surtout le confort. On développe aussi beaucoup de choses pour le confort, c'est-à-dire avoir une bonne maison avec le Hmm. chauffage, la clim, etc. Mais certains philosophes ont déjà commencé à critiquer la technique et la technologie euh, d'apporter quelque chose de trop confortable pour l'homme et que l'homme devienne, en fond, dépendant de ce confort, trop dépendant. Ok. Et ainsi, la première question qu'on pourrait se poser avant d'aborder l'auteur de ce paragraphe, c'est est-ce que nous sommes vraiment libres quand nous avons trop de confort? Est-ce que nous pouvons nous passer de ce confort? Est-ce qu'on peut, par exemple, moi, ce serait extrêmement difficile, est-ce qu'on pourrait se passer d'eau chaude, Bah non. par exemple? Alors, il y a des personnes qui ne prennent pas d'eau chaude et qui n'ont pas d'eau chaude, qui arrivent. Mais même l'hiver, l'été, est-ce qu'on pourrait l'été faire l'effort de se passer d'eau chaude, par exemple? Non. Alors, il semblerait que ce soit un peu plus difficile pour les filles que pour les garçons. Euh, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup de mal. Je connais des gens qui arrivent très Oui. bien, mais moi, j'ai du mal. Tout ça pour dire que l'homme, au fil du temps, parce qu'on peut très bien s'imaginer qu'il y a, je sais pas, ne serait-ce qu'il y a 500 ans, même 200 ans, hein. Il y a 200 ans, est-ce qu'on avait réellement tous l'eau chaude? Ne serait-ce que ça, truc de base. Est-ce que quelque chose de basique? Est-ce que on pouvait même prendre une douche tous les jours? Alors aujourd'hui, en médecine et on nous dit que c'est pas forcément bon de prendre une douche tous les jours. Aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur ça parce que ça sèche la peau, etc. Machin, bon. Euh, et ici, on a un auteur du nom de Rousseau, bon, que tu connais, au XVIIIe Ouais. siècle, qui, dans un ouvrage qui s'intitule Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, donc, je crois qu'il est simplifié comme. Et, il me semble que le titre, il est raccourci comme ça. Mais je ne suis pas sûr. En tout cas, c'est Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et dans ce passage, enfin dans ce texte, dans cet ouvrage, Rousseau, il s'interroge justement sur donc l'origine de la technique et son application dans notre histoire et notre vie. Donc, il comprend tout à fait que la technique et la technologie étaient essentielles pour lutter contre l'univers hostile de la nature, ce qui en retour a développé la société humaine, notre intelligence, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a tout de même deux problèmes pour lui. C'est tout d'abord le sentiment d'orgueil. Pour Rousseau, une fois qu'on a commencé à développer ces technologies qui nous ont attribué un pouvoir considérable, surtout aujourd'hui avec la bombe atomique, par exemple, on a un sentiment d'orgueil où on se sent supérieur face à la nature et au monde animal. Hmm. Et on devient même orgueilleux entre nous, entre humains. Tu vois, il suffit de voir ce qui se passe aujourd'hui.
entre nations. Mais cette décadence, elle ne s'applique pas uniquement à notre moralité, donc l'orgueil, mais aussi à notre aspect physique. Pour Rousseau, nous développons des outils de plus en plus pratiques et confortables, c'est-à-dire que, et que du coup, l'homme va passer une partie de son temps à ne consacrer qu'à développer des objets uniquement pour notre confort. Et ça, c'est un problème pour Rousseau, parce que l'homme devient trop dépendant de ce confort. Il n'est plus réellement libre puisqu'il est trop, euh, il ne peut plus s'empêcher de vivre sans ça, sans ce confort-là. Mhm. Et il dira que nous passons trop de temps à inventer, et là je cite, plusieurs sortes de commodités inconnues à ses pairs. Ses pairs, donc à nos parents, ses pairs. Donc nous passons trop de temps à inventer des choses pour notre confort qui étaient inconnues euh, à nos prédécesseurs. Donc et ça nous rend dépendants et paresseux. Et là, le problème, c'est bien entendu euh, c'est de développer une forme de fragilité physique. Mhm. D'ailleurs, avant qu'on ne devienne des Homo sapiens, nos, euh, nos prédécesseurs, quand on était encore dans une phase intermédiaire entre, on va dire, le singe et l'Homo sapiens, on était des êtres bien plus puissants qu'aujourd'hui. J'avais vu un petit reportage sur un squelette d'une femelle ou une femme de ces époques-là. Et il était dit que cette femelle était capable de courir à une vitesse de 50 km/h, ce qui est Ah considérable. oui, quand même. De 50 km/h et C'est avec une impressionnant. puissance physique largement supérieure à celle de Mike Tyson, par exemple. Ok. Donc, et là, on parlait de quelqu'un de lambda. Donc, il y a vraiment eu, depuis ses premiers temps, avec les 2 millions d'années de préhistoire, ou un peu moins, entre 1,5 million, je crois, à peu près, ou 2 millions, de préhistoire jusqu'à nos jours, il y a eu quand même une grande transformation de notre physique, en partie due par la technologie, et la technique et la technologie. On a été au début bien plus puissant qu'aujourd'hui, physiquement. Et puis c'est normal, puisque dans un univers hostile, quand il n'y a pas de technique, bah, il faut savoir se débrouiller comme on peut. Mhm. Euh, mais tout de même, il faudrait finir notre cours sur une partie positive. Ce serait comment, ça serait le, ça va être notre dernière partie. C'est comment peut-on réconcilier nécessité du progrès technique et technologique face au jugement éthique de l'homme, face à la morale de l'homme. Comment? Parce qu'on peut concilier technique, technologie d'un côté, enfin, science, technique et technologie d'un côté, et la morale humaine. Alors, pour aller dans le sens de ce lien, dans le grand A, il faudrait voir que la technique, c'est pas forcément quelque chose qui vient nous asservir dans notre vie de tous les jours. Et pourtant, quand on parle de technologie aujourd'hui, parfois, si on, je ne veux pas rentrer dans le stéréotype, mais si on va questionner les anciennes générations,
ils seront plutôt très pessimistes. Ils diront, oui, aujourd'hui, avec tous les téléphones, les écrans et tout ça, on a un peu l'impression qu'on se fait asservir par la technologie. Je ne dis pas par là qu'ils ont tort, non, mais on a aussi une très grande euh, image péjorative aussi de la technologie, alors qu'au fondement, ce n'est pas ça du tout. C'est pas ça quand même le but. Enfin, l'usage. Hmm. Si on se sert de la technologie pour construire des villes, pour les faire développer, c'est bien que c'est un moyen plutôt très positif, plutôt que de nous rendre esclaves. À l'origine, c'est quand même pour notre Oui. survie et aussi un peu pour notre confort. Donc, c'est l'usage qui, elle peut devenir dangereux. Si on prend la consommation des objets, quels que soient les objets, euh, pour aller un peu à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, elle n'est pas strictement passive. C'est-à-dire qu'on n'est pas, c'est pas parce qu'on consomme des objets qu'on est forcément passif devant cette consommation. Cette consommation d'objets, elle peut avoir un aspect symbolique. Je vais donner l'exemple après, et voire même être un marqueur social. Quand on consomme des objets, parfois ça peut être un marqueur social aussi. Euh, et c'est au travers de cet aspect d'une consommation non passive et du coup, on va dire active de certains objets que l'individu va s'approprier cette technologie et l'intégrer à sa vie de tous les jours. Donc, si l'humain il s'approprie cette technologie, cette consommation d'objets, ça veut dire qu'il n'est pas esclave, il n'est pas passif esclave de cet objet, ou pas totalement, mais Hmm. qu'il est aussi actif face à cette appropriation. Parce que cette appropriation marque justement qu'il est actif. Si on prend le cas de la mode, par exemple, ben, c'est l'exemple même de cette appropriation de quelque chose qui est à l'origine d'un objet, des vêtements, qui sont faits uniquement pour nous vêtir. Si on achetait des vêtements uniquement pour se vêtir, ou alors prendre tel ou tel vêtement parce qu'ils sont un peu jolis, etc., et ça s'arrête là, ben alors là, à ce moment-là, oui, on est passif, on est esclave. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, avec la mode, euh, euh, les vêtements, ils vont être, on va les approprier et on va.
Jade, Jade, allô? Oui? Ça va? Tu m'entendais? Ah ben oui, oui, oui. Ah, parce que moi, je t'entendais pas là pendant quelques minutes. Ah, ben non, mais moi je pensais que vous réfléchissiez, c'était pour ça. Ah, mince. Ah, mais là Ça je vous coupe. entends. Ah, mince. Du coup, peut-être. J'ai plus de batterie. Ah, là vous m'entendez? Oui, là, tu m'entends? Oui. Faut Ah, que parce vous que puissiez j'avais plus recharger de en même batterie temps? dans j'avais plus de batterie dans mon micro. Ah, d'accord. Ok. Euh, ah ouais, donc du coup, depuis tout à l'heure, est-ce que, est-ce que tu m'as entendu parler de la mode? Non. Oh mon Dieu. Parce que j'étais en train de parler du coup, tu m'as pas entendu tout à l'heure. Mon micro, il avait plus de batterie. Oui, donc notre chapitre ici sur la technique Mhm. comme un processus qui est. Je t'avais donné mon grand 3, le titre du grand 3. Oui, oui. Ok. Euh, donc à la technique, est-ce que ici dans de ce grand A qui est de, de dire qu'en fait la technique ce n'est pas forcément un processus qui est un asservissement, mais qui est nécessaire pour la vie humaine, hein. Avant tout, c'est quelque chose de nécessaire pour la vie humaine. Oui. Euh, euh, Ici, si on prend le cas des villes, par exemple, on a besoin de construire des villes, voilà, ça fait partie de euh, de nos besoins existentiels, voilà, de créer un espace pour se protéger, pour développer aussi euh, nos objets au quotidien. Euh, mais quand on prend le cas, donc la consommation d'objets n'est pas forcément une consommation passive. C'est Hmm. une consommation euh, au sens esclave. C'est aussi quelque chose qui peut devenir symbolique et quelque chose qui peut être qui peut relever de l'ordre d'un marqueur social. Euh, et là, je prenais le cas de la mode. La mode, c'est vraiment euh, exemple de cet aspect-là, c'est-à-dire que dans nos vêtements, nos vêtements, ils vont être aussi, ils vont montrer un peu parfois le marqueur social, Hmm. mais ça va être aussi une réappropriation d'un objet technique, l'habit, Hmm. par la personne ou par les communautés. Sur Hmm. la religion, par exemple, on voit bien qu'ils sont habillés de telle façon. On voit bien qu'ici, l'habit n'est pas utilisé uniquement pour s'habiller. C'est aussi, il y a un aspect spirituel derrière ça. Ok. Donc, il y a un marqueur social, marqueur d'une communauté, etc. Mais est-ce que, si on reste toujours dans le cas de la mode, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une appropriation dans la plupart des cas? Est-ce qu'au fond, il n'y a pas justement un désir de surconsommation? Si on prend le cas des chaînes comme H&M ou Zara, est-ce que là, on n'est pas dans la surconsommation? Est-ce qu'on est vraiment dans l'appropriation culturelle? Alors, est-ce que Hmm. c'est pas esclave d'une consommation parce que les prix sont bas, parce que on a l'impression que c'est différent alors qu'en fait, tout le monde s'habille pareil? Oui. Et est-ce qu'on parle réellement ici d'appropriation? À la différence, si on prend un artisan qui fait des vêtements voilà, particuliers, bon, bien sûr, qui coûtent un peu cher, et là, on pourrait peut-être parler d'appropriation. Et là, où je veux en venir avec Gandhi, est-ce que tu sais qui c'est Gandhi? Je On a sais déjà plus. entendu parler. Oui, mais je sais plus qui c'est. Gandhi, c'était un Indien, un hindouiste indien. C'est lui qui a participé à l'autonomie de l'Inde. D'accord? Ok. Peu de temps après la Seconde Guerre mondiale. Ok. Et Gandhi, lui, il conseillait de fabriquer ses propres vêtements.
Et il disait, mais quel intérêt d'aller en acheter autant, les fabriquer soi-même. Voilà, c'est tout simplement l'allusion que je voulais faire à Gandhi. Euh, Ok. et aujourd'hui, bon, si on met le cas de ce phénomène lié à la mode, on peut prendre le cas notamment bah, de l'IA. Aujourd'hui, on voit bien que l'intelligence artificielle est partout. Hmm. Euh, et cette technologie, elle est censée notamment favoriser la vie humaine. Hmm. Mais on voit bien que c'est pas forcément tout le temps le cas. Et bon, si on part du bon côté dans la science aujourd'hui, en médecine notamment, aujourd'hui, il y a des robots qui peuvent faire des opérations euh, tout aussi précises qu'un médecin très expérimenté. Hmm. C'est assez flagrant ce que peut aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans l'intelligence artificielle dans la médecine, ça devient assez flagrant. Et notamment, il y a eu des chercheurs finlandais qui ont réussi grâce à l'IA, à prévoir des arrêts cardiaques à 90% des cas, ce qui est assez époustouflant. Mais il y a toujours justement ce spectre euh, d'une mauvaise utilisation de la technologie et du coup de l'IA. Et au fond, ici, donc on va aller vers le grand B. C'est c'est cette nécessité d'encadrer l'évolution technique et technologique. Et ce, bien entendu, au travers d'une réflexion morale. Et pour pouvoir encadrer l'évolution technique et le progrès, il faut qu'il y ait indéniablement, obligatoirement, une morale et une éthique. Hmm. Quoi qu'en disent les entrepreneurs, les grands chefs d'entreprise et tout ça, il faut toujours qu'il y ait une morale et technique, sinon Hmm. on peut aboutir à une destruction totale de l'homme. Alors, si on prend le scénario le plus pessimiste. Alors, il y a toujours ce sentiment, parfois, dans certaines communautés, de technophobie, hein, la peur de la technique et de la technologie. Alors, ça Ok. date pas d'aujourd'hui, c'était déjà présent, même dans l'Antiquité. Oui. Tu as euh, tu as une œuvre de Sophocle, donc un grec contemporain de Socrate, dans une de ses œuvres, Antigone, Hmm. Oui. donc une pièce de théâtre. Et dans cette œuvre, on met déjà en avant le merveilleux que peut susciter d'un côté enfin, d'un côté le merveilleux que peut susciter la technique face à un risque déjà euh, de se faire entraîner dans le mauvais chemin. Et ici, euh, dans le- dans cet ouvrage, Sophocle il nous dit donc il y a un risque aussi de prendre, je cite, la route du mal tout comme du bien. Oh. Donc au fond, déjà à cette époque-là, on comprend que la technique et la technologie, tout dépend de son usage. Donc on peut très bien aller vers le mal comme le bien. Mais ici, Sophocle, il reste tout de même assez optimiste à la fin de son ouvrage. Et parce que c'est par les lois et les principes Hmm. moraux qu'on va pouvoir réussir à, euh, à guider l'humain dans son progrès. Oui.
Alors pourquoi cette technophobie, elle apparaît? Tout simplement parce que avec le développement du progrès technique et technologique, on est face à de nouvelles choses, on est confronté à de nouvelles choses qui n'existaient pas auparavant. Oui. Et comme il est dit, on a toujours un peu peur de ce que l'on ne connaît pas. Il est- L'inconnu nous effraie toujours un peu. Et c'est Mm. pour ça que l'humain, quand il est face à des nouvelles situations, bah, il y a toujours une partie des gens, ou même la plupart des gens, vont être un peu ou plus inquiets, en fonction des personnes, en fonction des communautés, sur ces nouveautés. Ok. C'est-à-dire que la technique et la technologie, en faisant apparaître de nouvelles choses, euh, au fond, elles repoussent continuellement les limites que nous impose la nature. Si on prend le cas de l'espace, ça fait pas très longtemps qu'on peut aller dans l'espace. Et ça, c'était une Oui. limite qu'on n'a jamais franchie jusqu'alors. Ouais. Si on prend le cas depuis le début de la préhistoire, donc ça fait 2 millions d'années. En 2 millions d'années, ça fait uniquement 100 ans qu'on peut aller sur l'espace. Oui. Et plus ça va, et plus ça s'accélère. Et bien entendu, c'est encore une fois, ici au travers de la morale, une certaine morale, une certaine éthique, c'est à l'homme justement de faire un bon usage de cette technique et ne pas se laisser aller enfin ne pas se laisser emporter dans un laisser-aller ou dans un consumérisme trop confortable. Si on reprend encore le cas de Rousseau. Ouais. Et je vais finir ici ce cours sur toujours sur une polémique qui a eu à la fin des années 2010, donc au tournant 2017, 2018, 2019, même un peu avant. Je pense que ça a commencé en 2015. Un chercheur chinois du nom de Yi Jiankui. Yi Jiankui, il me semble que c'est, il me semble que c'est ça, je me rappelle plus. Yi Jiankui, je pense que c'est ça. Ah, j'ai vérifié. Un chercheur donc chinois en biotechnologie, en médecine et biotechnologie, Oui. qui a fait des expériences sur deux bébés, euh, sur deux jumelles. Ok. Donc elles avaient fait des expériences avant de naître. Donc il a fait des modifications génétiques sur ces bébés quand ils étaient à l'état d'embryon de fœtus. Je ne sais plus exactement. De fœtus. Et il les a modifiés génétiquement. Alors pourquoi? Parce que le père, il était porteur du sida. Ok. Et il a modifié les gènes de ces deux bébés pour lutter contre le sida dont le père était transmetteur. Alors ça a contribué à créer une polémique considérable. Il a été emprisonné même en Chine pendant quelque temps parce que ça allait au-delà de notre entendement, en fait, de ce que l'on pouvait entendre d'un point de vue moral et éthique. Parce que euh, là, on se trouve vraiment là, on se trouve face à une frontière, à une limite qu'on a peur de dépasser pour plusieurs raisons.
L'une d'entre elles, c'est bien entendu l'eugénisme dont je parlais tout à l'heure, c'est de modifier comme ça ouvertement euh, les, euh, les gènes d'un nouveau-né. Et en plus, sans lui demander sa permission, hein, parce que de toute façon, il ne peut pas. Et d'un autre, il semblerait, d'après ce que moi j'ai pu voir par ailleurs, que la modification de ces gènes a potentiellement aussi augmenté leur capacité de mémorisation. Donc, il y a aussi ce problème-là. Si ça s'avère être exact, ce qui fait que par la suite, on peut avoir, il peut se développer deux catégories, même plusieurs catégories d'êtres humains, où on aura certains qui, grâce à l'argent, au pouvoir, etc., vont développer des gènes beaucoup plus puissants que les autres, et on peut ainsi accentuer aussi les écarts des classes sociales, etc. Voilà, je rentre un peu dans des spéculations, mais tout simplement euh, pour dire qu'il y a aussi tout un côté éthique et moral auquel il faut se pencher. Hmm. Et pour vraiment finir, on peut tout simplement aussi prendre Hans Jonas, ça tu l'avais cité sur ta copie, avec son principe de responsabilité vis-à-vis de l'environnement. Ouais. Voilà. Est-ce que tu as des questions sur ce cours? Non, ça va. Bon, les deux dernières parties, elles étaient un peu plus courtes. Alors, tout à l'heure, j'ai vu une notification. Il semblerait que ta mère ait dit quelque chose. Je sais pas. Euh, Parce que apparemment, elle a rajouté un, 2, 3, 4, 4 dates. Donc, Comment ça? à voir avec elle, parce Ah, on a déjà cours le 2 juin, et elle a rajouté un, 2, 3, 4, 4 dates. Donc, à ok. voir. Après, moi, euh, oui, moi, le week-end, là, les deux week-ends, sauf samedi prochain, mais après, le week-end d'après, je suis pas disponible. Ok. Épreuve de philo. Donc, à voir avec elle. Après, Ouais, je vérifie. on n'est pas obligé de faire une heure et demie. Parce que c'est vrai Oui. qu'une heure et demie, c'est peut-être un peu long. On peut faire une heure, par exemple, Oui, voilà. Oui, je lui de dirai. dissertation. Moi, c'est ce que je faisais avec certains élèves par le passé. Voilà, on peut faire une heure. Ok. Ça peut être un peu long. Donc, je te laisse voir ça avec elle. Oui. Mais là, bon, là, il nous reste 20 minutes. Donc, on va commencer une petite dissertation et on finira tout à l'heure. Ok. Euh, 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 alors, tu m'entends? Oui. Oui. Alors, la dissertation, c'est
La paix peut-elle s'accommoder de la justice? De la Ok. justice. Je vais le noter. Là, du coup, les notions, c'est justice et Ici, ben, je vais te laisser réfléchir sur ça. Ici, donc, je vais te laisser réfléchir et ensuite donner une définition ok, de la paix, s'accommoder et injustice. ok, Et essayer aussi d'identifier le terme qui vient ici perturber. Il vient nous poser des ok, questions. Pourquoi est-ce qu'on dit ça de telle façon? ok. Je te laisse 5 minutes. Oui.
Est-ce que c'est bon pour toi? Non, pas encore. C'est bon pour toi? Ou encore une minute? Encore une minute.
On va corriger? Oui. Euh, du coup, pour justice, j'ai mis que la justice, c'était un principe moral et juridique qui était fondé du coup sur l'équité et sur le respect des droits de chacun. Oui, Voilà. Et s'accommoder, j'ai mis que du coup s'accommoder, ça signifiait donc s'adapter ou pouvoir bah, se résigner à une situation même si elle n'est pas idéale. Et oui, voilà. Et du coup la paix, j'ai mis que c'était justement une situation d'absence de conflit ou de violence entre bah, par exemple des individus ou un groupe. Et voilà. Et après, la paix, bah, elle peut être différente, elle peut être intérieure comme extérieure, ça dépend. oui. Voilà. Bah, c'est bien, les définitions, c'est bien. Euh, Ici, le thème principal, bah, c'est la justice. Ici, c'est assez évident. Mais ensuite, faut faire attention à pas parler de trop d'autres notions, parce qu'ici, moi, je ne vois que essentiellement la liberté comme deuxième thème, et peut-être la vérité. Par exemple, l'art, ici, ce serait hors sujet. Euh, la technique, ce serait aussi hors sujet. La religion, euh, la religion éventuellement dans son sens politique. Mais bon, là, Mm. il y a un risque aussi de hors sujet. Donc, on va se cantonner à quelque chose de simple. Enfin, le plus simple possible, le plus évident, c'est la justice, bien entendu, et ensuite la liberté comme second thème. Il y en a un autre, c'est l'État, mais l'État ne fait pas partie de tes notions au programme. Euh, alors oui, les définitions, c'est très bien. Ici, c'est quel est le terme ici qui vient euh, perturber, qui vient susciter des interrogations? Quel est le terme perturbateur ici? Euh, Bah, c'est s'accommoder? Oui, ce qu'on pourrait se dire, mais ça c'est quand même étrange qu'une paix vienne s'accommoder de l'injustice. Normalement, la paix n'est pas censée s'accommoder de l'injustice, parce que la paix, c'est tout le contraire de l'injustice. Ouais. C'est censé être tout le contraire de l'injustice. Alors pourquoi elle viendrait s'accommoder de l'injustice? C'est bizarre, c'est étrange. Alors, pour la définition, donc c'est très bien. Pour la paix, alors oui, absence de conflit, établissement de relations harmonieuses. Voilà, c'est tout ce que j'ai mis. S'accommoder, oui, c'est faire avec, se résigner à une telle situation. Euh, Ne pas être empêché de faire quelque chose. Euh, c'est face à un obstacle insurmontable. C'est s'accommoder de cet obstacle insurmontable. Et puis bon, la justice, ça, c'était très bien. De toute façon, il suffit juste de revoir le cours pour la définition du terme. Hop, il est 30. On finit la prochaine fois, donc lundi. Et pour les autres dates, je te laisse voir avec Céline, du coup, avec ta mère. Oui, du coup, je vais lui demander. Ok. Bon, bah, bonne journée. Ok. Bah, merci à vous aussi. Et du coup, c'est quand la prochaine séance déjà? Normalement, c'est lundi, à Lundi, une ok, heure et ça demie. va. Ok, Lundi, 1h30, et après, on voit. pas de souci. Merci. À lundi, du coup. À lundi, oui. Au revoir. Au revoir.